Pourquoi ce moment? Pourquoi cet échange? Lorsque le 11 décembre 2020, j'ai eu la fierté d'être élu président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, avec le nouveau bureau, nous avions fait une promesse. C'était de sortir du siège et aller à la rencontre de nos adhérents et de nos concitoyens. Et depuis 2020, c'est plus déjà de 40 déplacements en hexagone et dans les territoires ultramarins. Et cela m'a permis, avec les collègues, de nous rendre compte d'une chose. C'est que quel que soit le maire que j'ai rencontré, le maire ou la maire, quel que soit le président ou la présidente de CCAS ou de CIAS, tous depuis 2020, d'une année sur l'autre, au moment du vote du budget, abondaient de manière supérieure le budget alloué pour le centre communal d'action sociale. Et donc, je me suis dit, il y a une réalité, mais je veux la visualiser concrètement. Et on a lancé cette enquête et ce dossier qu'on vous a remis avec quelques propositions. On pourra y venir simple, mais qu'ils se veulent efficaces. Et aujourd'hui, on peut vous dire que dans nos adhérents qui nous ont répondu, 71% nous ont dit on a augmenté notre budget. 71%. Donc le sentiment que j'avais dans mes déplacements s'est avéré. Alors on pourrait se dire c'est super. C'est super parce qu'on donne plus de moyens, plus de leviers au-delà de nos compétences obligatoires. Vous les connaissez, la domiciliation et les analyses des besoins sociaux. Mais en fait, ça montre tout simplement cette précarité qui s'est installée d'année en année. On le verra certainement dans le congrès avec le baromètre IFOP Secours Populaire qui, une fois encore, nous montre qu'on est dans un taux de précarité comme on n'a jamais vu depuis 30 ans. C'est aujourd'hui 1 Français sur 3 interrogés qui se prive d'aller voir le médecin. 1 sur 4 qui nous dit qu'il se saute un repas. C'est ça la réalité. Et 7 Français sur 10 qui nous répondent que finalement leur problème est lié à leurs revenus, à leur pouvoir d'achat. Et donc aujourd'hui, nous on se veut, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, comme des facilitateurs pour nos territoires et nos adhérents. Avec notre ingénierie, notamment pour les petites communes, c'est important de pouvoir les accompagner. Dans nos propositions, ce que nous demandons de manière assez concrète, c'est un grand fonds national pluriannuel de soutien justement au CCAS, CIAS. C'est aussi un peu moins de formalisme, un peu moins de lourdeur administrative. Aujourd'hui, les CCAS vivent comment? Et je l'ai dit, par les budgets alloués, mais ils vivent aussi par les appels à projets. Tous ces appels à projets sur les différents sujets qui nécessitent une ingénierie spécifique, sans quoi on loupe la possibilité d'abonder le budget du CCAS. Et voilà, et donc aujourd'hui on est dans un moment, je le dirai tout à l'heure quand j'animerai avec Marilène Millet, ma collègue, le forum social, moi j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre, vous connaissez tous ce film populaire Un jour sans fin. Ben moi j'en ai marre d'un congrès sans fin. J'en ai marre qu'on me demande d'animer finalement des forums d'année en année pour dire la même chose, mais en pire, et encore plus intensément quand on parle des territoires ultramarins. Et on a commencé le congrès lundi avec nos collègues ultramarins. Et donc il faut, et je le redis, un État stratège, un État qui porte haut et fort les valeurs de la solidarité, et pas un ministre des solidarités qui dans ses premières annonces veut supprimer la prime de Noël pour les bénéficiaires du RSA qui n'ont pas d'enfants. Donc à un moment donné, j'aimerais, et l'Union nationale, cette association de maires qui assume de faire un lobbying politique aujourd'hui dans le cadre du Parlement du non-cumul, nous voulons être écoutés et entendus. Alors c'est compliqué, Monsieur le Président, parce que depuis que je suis président, j'ai dû avoir au moins 8 ministres différents en charge des solidarités. Donc pour avoir un dialogue soutenu, c'est compliqué, mais on va continuer. En tous les cas, voilà comment je voulais introduire ce moment d'échange avec vous. Évidemment, on répondra à toutes vos questions. Et je passe la parole à mon collègue et ami surtout, André Léniel. C'est tout naturellement que je suis bien entendu à vos côtés. J'allais dire, je préside moi-même un CCAS et donc je suis tout à fait dans la réflexion, dans l'action qui sont nécessaires. Il est sorti, je crois, ce matin, une étude tout à fait importante de l'INSEE qui montre les écarts extraordinaires qu'il y a aujourd'hui en termes de revenus, en termes de richesse des uns et des autres, avec des écarts qui sont totalement nouveaux par rapport à ce qu'on a pu connaître les décennies précédentes.
Et donc ça rejoint tout à fait ton propos sur le besoin d'action sociale. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pauvreté et nous constatons que dans le même temps où il y a de plus en plus de pauvreté, il y a de plus en plus de richesses injustifiées, de richesses débordantes et qui ne légitiment pas l'écart qui existe entre les uns et les autres. C'est donc quelque chose d'essentiel. Et nous sommes en plus dans un contexte particulier. Je rappelle que ce mandat qui se termine pour chacune et chacun d'entre nous, c'est 6 ans de crise. 5 ans et demi si on veut être précis. Nous avons commencé par le confinement et nous terminons le mandat dans la confusion. C'est ça la réalité de la période que nous sommes en train de vivre. Et malheureusement, nos moyens, chaque année, reculent. Je suis comme toi, j'en ai marre de m'entendre répéter chaque année que nous avons le plus mauvais budget de toute l'histoire des collectivités locales. Mais pourquoi je répète tout cela depuis 3-4 ans? Parce que malheureusement, c'est la réalité. On nous annonçait 2,2 milliards l'an passé, ça s'est révélé être 7 milliards. On nous annonce 4,6 milliards, nous sommes déjà au-delà de 8 milliards. Chaque année, la purge est de plus en plus sévère. La saignée est de plus en plus forte. Et malheureusement, peut-être du temps des médecins de Molière, on pourrait croire que la saignée soit un remède. Nous savons aujourd'hui que ça peut être aussi l'achèvement du malade. Eh bien, nous sommes dans cette situation. Et les marges qui sont les nôtres, elles doivent nous conduire à obligatoirement avoir des priorités. Et bien entendu, être le bouclier social des concitoyens est une priorité absolue. Mais après, quand on fait des priorités absolues, c'est au détriment de quoi? Puisque nos enveloppes baissent. Bien entendu, ce seront les investissements qui seront les premiers touchés, mais nous risquons aussi que beaucoup de nos services publics locaux soient affaiblis, voire supprimés dans un certain nombre de cas. C'est donc à vos côtés, avec énergie et avec, j'allais dire, une totale conviction, un appel au secours qu'il faut lancer pour que les injustices reculent. Mais on se demande si dans le contexte actuel, avec le gouvernement, tu parlais de 8 ministres en ce qui concerne le domaine de l'action sociale, pour les collectivités territoriales, nous en sommes au 10e ministre. Bonjour le dialogue, bonjour la continuité dans l'action. C'est ça la réalité à laquelle nous sommes confrontés les uns et les autres. Et je crois que sans une énergie farouche, mais nous avons les uns et les autres une énergie farouche, nous risquerions de voir encore reculer la justice sociale en France. Donc soyons unis, une case bien entendu, Association des maires de France, ça va de soi, nous le sommes par nature, pour continuer à combattre ces reculs de société qui sont inacceptables. Merci. Isabelle? Non? Martial? Je voudrais, suite à l'intervention du président et du premier vice-président de l'AMF, vous dire que comme maire et comme vice-président du CSAH, je suis très très inquiet de voir l'hiver commencer. Et hier, il y a eu 2 informations très importantes. L'information de Bercy qui commentait un peu le fait que les inégalités grandissaient de façon anormale et que les ultra-riches arrivaient à des records qu'on n'a jamais connus. Et ça, c'est Bercy qui le dit, une note officielle. Et la deuxième chose, plus de 30% des Français ont froid. Ont froid, n'arrivent pas à chauffer normalement. Luc disait, la nourriture, le caddie, c'est le caddie, quand on a, même à 100 €, il n'y a plus rien, plus grand-chose dedans. Et tout cela fait que nous sommes dans un monde de plus en plus précaire et que la question de la pauvreté se pose avec une acuité particulière. Et cette acuité particulière, il faut des solutions. Il faut des solutions. On en a une casse, tout simplement. Par exemple, c'est simple. Le gouvernement français, le président de la République, a décidé
de fiscaliser l'énergie à 20%. Est-ce que c'est normal alors que d'autres pays européens ont décidé de la fiscaliser à 5,5? Comment se fait-il que, en connaissant l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation de la précarité, on met une énergie à ce prix? Et le débat budgétaire est commencé. Ayons au moins le courage d'aborder cette question de la fiscalité de l'énergie à 5,5. Alors on va me dire, oui, mais comment on va construire les futures centrales? S'il vous plaît. Les futures centrales qui étaient prévues il y a 20 ans ne sont toujours pas en route aujourd'hui. Et j'ai peur, malheureusement, que ces 20% aillent au budget général pour boucher des trous, parce qu'on a fait des cadeaux fiscaux insupportables pour certains qui n'en avaient pas besoin. Qui n'en avaient pas besoin. Et donc, une proposition qui devrait, mais vraiment, animer le débat parlementaire, tout de suite, ça donnerait une bouffée d'oxygène à beaucoup de ménages populaires, de personnes qui ont froid, en leur disant, ben déjà, ça baisse tout de suite. Et surtout, ne pas, comme disait Luc tout à l'heure, ne pas toucher à des acquis. Parmi ces acquis, par exemple, la prime de Noël pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. S'ils ont une prime de Noël c'est parce qu'ils sont pauvres. Alors, voilà ce que je voudrais dire. L'Union des CCAS est complètement mobilisée pour faire entendre la voix des familles, des maires, des conseils municipaux. Ça ne peut plus durer. Regardez comme ça la pauvreté s'étend, en aggravant encore, comme disait André, comme disait Luc, la situation des familles, ça ne peut pas durer. Voilà, je voulais vous dire en quelques mots. Merci. Excusez ma passion, parce que ce qui arrive est quand même assez grave. Quelques questions. Allez. Sylvain Henry, acteur public, est-ce que vous voyez plus d'administrés qui viennent vers les CCAS? Est-ce que vous voyez des problématiques nouvelles montées depuis quelques temps? C'est une très bonne question. On a fait, pas dans cette enquête-ci, une autre enquête flash. On voulait justement savoir la raison de ces augmentations de budget. Et on s'est rendu compte auprès de nos adhérents, pour les 95% qui nous ont répondu, qu'ils avaient vu augmenter le nombre de demandes et de bénéficiaires sur le mandat de 30%. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces 30%, 42% d'entre eux sont des salariés en CDI. Et donc on est en face d'une situation totalement nouvelle quand on parle des travailleurs pauvres, où désormais nos CCAS, on le voit avec les grandes files d'étudiants au Resto du Cœur, dans les épiceries solidaires, mais plus seulement, on a aujourd'hui des salariés en CDI, on a des jeunes retraités, et donc on voit des nouveaux publics pousser la porte de nos CCAS, d'où la nécessité pour nous d'abonder nos budgets. Sur les problématiques nouvelles, est-ce qu'il y a des... C'est les problématiques du coup. Pardon. On voit beaucoup de personnes âgées qui arrivent aujourd'hui dans nos CCAS avec des problématiques qui sont évidentes. C'est-à-dire, ils veulent garder leur toit, mais après, on va prendre un exemple assez simple. Ma prime adapte. Vous savez, pour adapter votre logement. C'est très bien, mais vous avez un tiers qui vous reste à payer. Ils se tournent vers qui? Vers un CCAS. Aujourd'hui, vous voyez les départements qui sont à la vie courante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réduit le partage des repas à domicile. Donc, on se tourne vers qui? Le CCS. Donc, à chaque fois, on est les palliatifs des politiques publiques. Et c'est ça, aujourd'hui, le danger. On va avoir du mal à investir pour notre prochain mandat, on le sait. Mais la seule chose où on ne tranchera pas, c'est sur la solidarité. Une question pour la Gazette des communes. Est-ce que ça arrive au CCAS du coup de restreindre les activités faute de pouvoir répondre à la demande? Alors objectivement, c'est pas pour flatter les CCAS, mais dans ce tour de l'Hexagone et des territoires ultramarins, je n'ai jamais vu un exécutif venir donner un coup de rabot sur les politiques publiques du social. Jamais. Alors évidemment, ce sont après des choix et des arbitrages budgétaires. Mais sur ce champ-là, jamais. Et ce que je dis souvent, c'est que toute notre matière, c'est la matière humaine. Notre matière, ce n'est pas les tableaux Excel de Bercy
où il faut trouver X milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros pour nos budgets communaux, si ou là. Non, notre priorité, période post-Covid, on l'a vu de manière encore plus lourde, on a une demande qui s'est, on en vient d'en parler, accrue. Et donc les maires, quelle que soit leur obédience politique, et moi je salue vraiment le courage de toutes ces équipes d'exécutifs, répondent à leurs administrés parce que nous sommes le premier et le dernier kilomètre. Et quand on a inventé le couple maire-préfet, derrière le mot maire, c'est le CCAS. C'est le CCAS qui est le bras armé des politiques publiques de solidarité des exécutifs locaux. Pour prolonger ce que vient de dire Luc, on est devant un mur démographique. C'est-à-dire c'est assez rare d'être dans une situation comme celle-là. Il y aura plus de cercueils que de berceaux. Et dans une situation comme celle-là, les politiques publiques doivent s'accentuer. Et comme dit Luc, non seulement on ne baisse pas les crédits des CCAS, mais concernant les politiques sociales, qui ne sont pas des politiques en plus, c'est-à-dire un état d'âme et tout cela, qui sont des politiques structurantes. On a la question du logement adapté pour ces personnes qui vieillissent, qui quittent parfois leur pavillon, qui quittent parfois des logements qui habitent au troisième, qui ne peuvent plus y habiter. Il y aura aussi toute une série de services qui doivent être mis en place. Par exemple, les repas à domicile, en prenant en compte les revenus des personnes, parce qu'il y a, pour certaines personnes, ils ne peuvent pas se payer un repas à domicile. Il y a aussi les restaurations scolaires. Je n'ai jamais tant eu d'impayés dans ma commune sur la question de la restauration scolaire. Alors, parfois, on pourrait dire des mauvais payeurs. Non, non, des personnes qui, à un moment donné, ne peuvent plus. C'est pour ça que quand le président de l'UNCAS, quand le premier vice-président des maires de France dit qu'il en a marre, il faudra arrêter de considérer les politiques sociales comme des politiques d'accompagnement. Il faut que ce soit au cœur des politiques publiques, parce que la solidarité, non seulement est nécessaire vis-à-vis de beaucoup de personnes qui en ont besoin ou qui en auront besoin. La seconde chose, c'est que ces politiques publiques, elles créent de l'emploi. Quand on met des villages générations, lorsqu'on met en place des politiques sociales, elles sont créatrices d'emploi et en même temps, on fait une société plus humaine, plus sociale, une politique qui permette enfin de faire en sorte qu'on garantisse la cohésion sociale. En tout cas, vous comprenez pourquoi, au mois de mai-juin dernier, de manière transpartisane, tous les adhérents de l'UNCAS se sont mobilisés contre la volonté du gouvernement de rendre les CCAS facultatifs. À un moment où la pauvreté n'a jamais été aussi importante, on l'a dit, l'idée saugrenue, sortie d'un rapport saugrenu du collègue maire de Charleville-Mézières, sans jamais être venu rencontrer les commissaires de la commission affaires sociales de l'AMF, sans jamais être venu rencontrer l'UNCAS, a eu cette idée formidable de vouloir nous rendre facultatifs, repris alors par le gouvernement. On s'est battu. Et le 10 juin dernier, aux questions d'actualité au gouvernement, le ministre de l'époque, François Rebsamen, a reculé. Parce que c'était quoi notre plus-value, au-delà de tout ce qu'on dit? C'est que nous avons des instances paritaires au sein du conseil d'administration, avec l'ensemble des associations qui travaillent avec nous, justement dans cet écosystème, Secours populaire, Secours catholique, Petits Frères des pauvres, Restos du Cœur. Et on me dit qu'on allait faire la domiciliation pour l'accès aux droits, à l'accueil d'une mairie. Mais où sont les travailleurs sociaux pour l'accompagnement? C'était une folie. Et j'espère qu'en tous les cas, cette idée ne reviendra pas. Et on continuera à se battre. Et moi, ce dont j'ai été le plus fier dans ce combat politique, c'est qu'il a été porté par tous. Ce n'était pas un combat de gauche ou un combat de droite, c'était un combat de bon sens. Et on l'a gagné. Ce document est bien la preuve que s'il n'y avait pas le budget consacré au CCS, ça serait pire. C'est sûr. Bon. Écoutez, oui, pardon. Dernière question. Sur votre préconisation de créer un fonds national, comment est-ce que ça peut fonctionner? Quel est l'intérêt de ce fonds?
c'est de pouvoir stabiliser, mais là on l'aura compris, hein, de pouvoir une ligne budgétaire. Vous savez, quand on voit le rapport de la Cour des comptes il y a 2 ans sur la 5e branche, c'est à peu près, je dis pas de bêtises, 3,5 milliards par an. La Cour des comptes, pour justement financer le vieillissement, la dépendance, a écrit dans son rapport que la trajectoire financière à l'horizon de 2030, c'est normalement 14 milliards pour répondre à ce qui va se passer dans cette société du bien vieillir. Donc le compte n'y est pas. Et donc nous, au travers de cette idée de fond, c'est aussi de reprendre la recommandation de la Cour des comptes, ce qui est assez rare quand même que la Cour des comptes dise on ne dépense pas assez d'argent public. Hein. C'est suffisamment rare pour être souligné. Eh bien c'est de dire, parce que le compte n'y est pas, créons ce fonds. Et alors après, c'est au débat parlementaire de pouvoir, et à le Haut Conseil aux finances locales, de pouvoir justement sceller dans le marbre ces financements. Voilà, écoutez, oui. La ministre Marmontier Lecoq a annoncé hier aux assises du domicile un plan, pour l'instant assez vague, grand âge. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous êtes associé à ça? Le plan grand âge est de retour. Écoutez, depuis Elisabeth Borne en novembre 2023 qui nous avait annoncé un grand plan de programmation tout de suite oublié dès janvier 2024 dans le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Ça date depuis un petit moment qu'on attend, nous, justement, ce plan grand âge. Et par rapport à ce que je disais aussi sur la 5e branche, le compte n'y est pas, on nous balade, pour être vrai. En 2021, on a sorti, nous, un livre blanc sur ce que pourrait être justement une grande politique sur le grand âge et la dépendance. Tout est sur la table, il faut juste une volonté politique. Et je ne vois pas les voyants ouverts pour cette volonté politique. Et l'ULCAS continuera en tout cas à faire ce lobbying dans l'intérêt de nos concitoyens, parce que cette société du bien vieillir, elle est en train de s'organiser où? Dans le bloc communal, comme d'habitude. À partir du moment où l'État n'est pas dans son rôle, les maires, nous allons faire le travail, encore une fois, sur des budgets contraints, sur l'aménagement des logements, ça a été rappelé par Isabelle, sur l'aménagement, parce que 95% de nos concitoyens veulent finir de vivre leur vie chez eux, ce qui pose aussi la problématique de l'aide à domicile, du statut de l'aidant, etc. Donc l'adaptation de l'espace public, tout ça aujourd'hui nous le faisons dans nos villes. Nous faisons ces audits pour préparer cela. Mais on ne peut pas le faire, on n'est pas encore des républiques bananières autonomes, la commune. Donc où est cet État stratège? Je le cherche. Brigitte Bourguignon, ça date, avait été nommée ministre pour faire cette loi grand âge, à l'époque. 10 ans après, c'était l'adaptation de la société, c'était l'adaptation de la société au bien vieillir. Bien, il y a eu quelque chose, mais depuis, c'est le marasme. Je pense que ça, il y a des élections municipales, donc on nous ressort le plan grand âge sur la CSG, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tellement comment on le finance. La ministre a été quand même très vague sur le financement. Il y a de la volonté, mais on ne sait pas où ça va trouver l'argent. Et je ne suis pas sûr que la CSG soit le meilleur moyen. Et pour poursuivre, sans rallonger trop, si on réagit par à coup, qu'est-ce qui va arriver? Ça va coûter plus cher. Si on réagit dos au mur, ça ne fonctionnera pas et on va faire un peu n'importe quoi. On sera dans la réaction. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas les réactionnaires qui manquent. 9 milliards par an qu'il faudrait pour justement faire en sorte qu'on ait cette loi grand âge. Eh bien, effectivement, dans les communes, on a commencé depuis longtemps. Il nous faut une politique nationale qui nous donne les moyens, tant au niveau du logement, des services, de la santé, surtout, eh bien, on fasse ce qu'il faut. Je voudrais simplement, en une phrase, caractériser le rôle des centres d'action sociale. Ils sont le lieu du premier recours, mais de plus en plus souvent le lieu du dernier espoir. Eh bien, il faut que ces espoirs ne soient pas trahis.